Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Il existe, dans l'histoire du sport automobile, ces destins qui semblent tenir du mythe. Des pilotes flamboyants, auréolés d'or et de gloire, qui marquent l'imaginaire par leur panache, leur tragédie ou leur flamboyance. Fangio, Clark, Senna, Lauda, leurs noms résonnent comme des coups de tonnerre. Et puis il y a Jack Brabham. Moins exubérant, moins théâtral, rarement cité parmi les plus illustres, et pourtant, lorsqu'on soulève la poussière, que l'on examine l'ossature même de la Formule 1 moderne, on trouve sa silhouette partout. Dans l'ingénierie, dans la philosophie du châssis, dans la relation intime entre pilote et machine. Jack Brabham n'a pas seulement piloté des voitures de Grand Prix, il a construit, pensé et gagné. En 1966, il devient le seul pilote de toute l'histoire de la F1 à remporter le titre mondial avec une voiture qui porte son nom. Personne ne l'a fait avant, personne ne l'a fait depuis. Et pourtant, son histoire ne commence pas sur les podiums, elle prend racine dans une Australie rude et lointaine, nourrie de poussière rouge et d'huile mécanique, où la débrouille vaut le diplôme. On y forge les mains dans le cambouis, on apprend par nécessité, on invente par manque. Brabham, c'est le triomphe du pragmatisme, le génie discret, le bricoleur devenu champion du monde, le pilote qui se mue en ingénieur et l'ingénieur en constructeur. Mais derrière cette figure austère, derrière cette mâchoire serrée, ce regard à demi voilé, se cache une aventure profondément humaine, de l'audace, des sacrifices, des intuitions techniques révolutionnaires, une famille aussi devenue dynastie, un héritage qui survit encore aujourd'hui, dans chaque voiture à moteur arrière, dans chaque châssis calibré au millimètre, dans chaque décision technique prise au cœur d'un stand. Voici l'histoire de celui qu'on a appelé Black Jack, Jack Brabham. Lorsqu'on remonte aux origines de Brabham, on quitte les circuits impeccables et les paddocks brillants, on traverse les océans et les décennies pour rejoindre un monde plus rude, plus essentiel, l'Australie des années 1920. Jack naît en 1926 à Hurstville, une banlieue de Sydney, loin du romantisme européen du sport automobile. La vitesse, là-bas, n'est pas un luxe, c'est un outil et parfois une nécessité. Sa famille n'est pas aristocrate ni liée aux grands noms de l'industrie. C'est dans cet environnement qu'il apprend quelque chose de précieux, la valeur du geste, la logique de la mécanique, l'importance du résultat plutôt que de l'apparence. La culture de l'efficacité est déjà là, presque inscrite dans les murs. Très tôt, Jack se révèle fasciné par les machines, pas tant par leur esthétique, mais pour la manière dont elles fonctionnent. Il est de ces esprits qui ne peuvent s'empêcher de disséquer, de comprendre, d'optimiser. Il dévore le monde par les entrailles mécaniques. Au sortir de l'adolescence, la Seconde Guerre mondiale est encore bien présente. Comme beaucoup de jeunes Australiens de son âge, Brabham s'engage dans la Royal Australian Air Force. C'est là qu'un premier basculement s'opère. Il découvre l'aviation, ses exigences mécaniques, sa rigueur. Rapidement, il glisse vers l'ingénierie et la maintenance. Il devient mécanicien spécialisé dans la restauration et l'entretien d'avions. Un choix logique, presque instinctif. La discipline militaire lui impose un sens précis du détail, une observation du contrôle. Lorsque le moteur tourne, il écoute. Il perçoit les vibrations, les micro-défauts, les irrégularités, là où d'autres n'entendent qu'un bourdonnement. Son oreille devient un instrument, ses mains un outil. Ce bagage restera en lui indéracinable. Après la guerre, l'Australie cherche de nouveaux repères, les jeunes rêvent de vitesse, de sensations, d'échappatoire. Le circuit professionnel, eux, se compte sur les doigts d'une main. Alors on improvise, on trince des ovales de poussière, on façonne des pistes en terre. C'est là que Jack découvre un sport populaire, la midget. De petites voitures légères, nerveuses, terriblement instables, propulsées par de minuscules anneaux de terre, où le moindre faux geste envoie dans les barrières. Le danger est omniprésent et les premiers touristes de la vitesse abandonnent vite. Pas Jack, au contraire. Là où d'autres paniquent, il analyse où ça glisse, pourquoi la voiture décroche, quel angle, quel rapport, quel centre de gravité. Déjà, il observe ce lien entre physique, cœur et trajectoire. Le public le remarque, il n'est pas là pour plaire, il ne sourit pas, ne salue pas vraiment, il règle, ajuste, corrige, il repense sa voiture entre deux tours. Et l'Australie d'alors est un laboratoire, on improvise, on bricole, on adapte, on transforme, on assemble, les pénuries créent des ingénieurs, Brabham s'y sent chez lui,
Trouver une solution là où d'autres voient un mur, inventer une réponse propre à un problème inédit, sa créativité mécanique se sublime dans la contrainte. Rapidement, sa réputation grandit, on le surnomme Black Jack en raison de son casque noir, son regard sérieux et ce masque impassible. Il ne dégage aucune chaleur en piste, à peine une expression lorsqu'il gagne. Pour certains, il est froid, pour d'autres concentré. Lui s'en moque, il a mieux à faire. Il n'est pas un pilote flamboyant, c'est une science de la survie, une école dure, violente, qui écarte les imprudents. Du bout de ses ovales poussiéreux, il remporte un trésor, la capacité de rouler vite, sans avoir l'air de forcer. Une signature qui l'accompagnera jusqu'en Europe. Car très vite un constat s'impose, l'Australie est trop petite pour ses ambitions. Le véritable cœur du sport automobile bat en Europe, les grandes écuries, les technologies, les monstres mécaniques. Là-bas on écrit l'histoire, et Jack, au fond, sait qu'il va en faire partie. Pas pour la gloire, pas pour les applaudissements, mais pour comprendre, tester et construire. Ce départ n'est pas une décision facile, mais il a une certitude, son talent peut exister là-bas. Ce qu'il ignore encore, c'est que son approche de la mécanique, froide, méthodique, presque mathématique, va révolutionner un sport encore englué dans ses traditions. Il n'arrive pas avec un rêve, il arrive avec un plan. L'Europe ne l'attend pas vraiment, le monde de la Formule 1 a ses aristocrates, ses lignées, ses cercles fermés. Les champions viennent souvent de familles, de garages, de routes déjà tracées. Brabham lui débarque comme une anomalie géographique, un étranger venu de loin, avec un accent du bout du monde, mais dans ses caisses à outils, dans la façon dont il démonte une pièce et la remonte en silence, quelque chose attire le regard. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de déplacer un curseur, celui qui sépare le pilote du constructeur. Lorsqu'il débarque en Europe au milieu des années 1950, Jack Brabham arrive dans un monde qui n'a rien à voir avec l'Australie improvisée qu'il connaît. Ici, tout semble déjà codifié, les garages sont habillés de grandes bannières européennes, les mécaniciens portent des costumes de travail identifiés, les pilotes saluent d'un geste, parfois trop élégant pour être honnête. C'est alors qu'il croise l'univers Cooper, une petite écurie anglaise presque artisanale menée par John Cooper, passionné jusqu'au bout des manches de sa combinaison. Chez Cooper, on expérimente. Le garage ressemble davantage à un laboratoire qu'à une usine. On teste des pièces, on chuchote des idées, on bricole des solutions, et surtout, on réfléchit au placement du moteur. À l'époque, la Formule 1 vit encore sur une certitude, le moteur doit être à l'avant. C'est ainsi depuis presque 30 ans, une tradition fondée sur l'équilibre de masse, la puissance, l'héritage des voitures de guerre. Le moteur arrière est vu comme une aberration, une hérésie mécanique, un caprice d'ingénieur sans avenir. Brabham observe cette croyance et la conteste silencieusement. En aviation, il l'a appris, la masse doit être centrée pour optimiser la maniabilité, le grip, la stabilité dynamique. Mettre le poids sur l'arrière peut si bien penser révolutionner la traction. Chez Cooper, cette idée germe, on construit des prototypes plus petits, plus légers, plus agiles. Pour Jack, c'est une évidence, pour le paddock, un scandale. Lorsque les premières voitures Cooper à moteur arrière apparaissent en compétition, les moqueries fusent. On rit de ces jouets, on les prend pour des fantaisies, on dit qu'elles ne survivront pas à la ligne droite, et pourtant, Brabham, concentré, méthodique, les pousse sur la piste, comme s'il dansait sur un fil tendu. Et la piste confirme ce que la tradition refuse d'admettre. Ces voitures tournent plus vite, elles freinent mieux, elles consomment moins de pneus, elles sont redoutables sur les circuits sinueux. Bientôt la stupeur se lit sur les visages, les rires cessent. Jack n'exulte pas, il ne se pavane pas, il ne fête pas, il règle, il ajuste, il vérifie. Il comprend ce qu'il pilote, les ingénieurs le consultent, les concurrents l'observent. Cooper réalise que Brabham n'est pas qu'un pilote, il influence le développement. Il perçoit la voiture comme un organisme, analyse ses forces, ses faiblesses, propose des solutions. La symbiose est parfaite. Cooper fournit l'audace, Brabham la précision. Les résultats arrivent, d'abord modestes puis éclatants. En 1959, premier titre mondial pour Jack Brabham. Le moteur arrière vient de gagner le championnat du monde. La révolution silencieuse devient réalité. Les détracteurs n'ont plus rien à dire. Et déjà, Jack prépare la suite. Sa conscience mécanique presse encore davantage le potentiel. Les voitures Cooper sont brillantes, mais l'ingénieur en lui voit ses limites. Il sait que la puissance peut monter, que la rigidité du châssis peut évoluer, que de nouveaux règlements peuvent être exploités, car le moteur arrière ne va pas se contenter d'un titre isolé. La discipline entière bascule, les écuries historiques devront s'adapter. En quelques années, toutes les voitures seront pensées ainsi. Brabham vient de renverser 4 décennies de certitude.
En 1960, deuxième titre mondial, l'héritage Cooper s'impose, les voitures sont nerveuses, compactes, affûtées, et Brabham est leur maître silencieux. Sa manière de piloter reflète une philosophie presque aérienne, la masse doit travailler avec la trajectoire. Mais l'histoire de Jack Brabham ne peut pas se limiter à être champion pour quelqu'un d'autre. C'est là que son ADN mécanique se révèle. 2 titres ne le comblent pas, car la question qui le hante n'est pas « peut-on gagner ?», c'est « peut-on faire mieux soi-même ?» À mesure que les succès s'enchaînent, une idée germe dans son esprit, une idée folle, presque arrogante, créer sa propre écurie. Pas diriger, construire, optimiser, développer et surtout piloter sa propre création. Peu à peu, ses relations chez Cooper se tendent, l'ingénieur prend de plus en plus de place que le pilote, le constructeur intérieur réclame sa liberté. Alors en 1961, l'inévitable survient, Jack quitte Cooper et avec lui une révolution se referme, mais il emporte une certitude, la prochaine grande aventure sera la sienne. Dans le paddock, on parle, on murmure, on parie, on s'interroge. Peut-on réellement construire une voiture de Grand Prix compétitive à partir de rien ? Peut-on ensuite la piloter jusqu'au sommet ? La plupart pensent que non, que Jack est fou, que son orgueil lui coûtera cher, que la logistique, l'argent, les ingénieurs, l'évolution constante rendent l'entreprise impossible. Brabham sourit à peine, il ne répond pas. Il démonte les pièces, étudie les plans, assemble les prototypes, et dans un petit atelier de la banlieue de Londres, avec son ami Ron Toranak, ils fondent une écurie, son écurie. Plus tard, le paddock la connaîtra sous un nom simple, mythique, direct, Brabham. Ce moment est fondateur, pour la première fois le sport automobile moderne voit un homme tenter de dominer la discipline des 2 côtés du garage. Et l'Europe comprend soudain la véritable nature de Jack Brabham, il ne cherche pas la gloire mais la maîtrise. La maîtrise absolue de la machine, du système, du processus. Bientôt, la Formule 1 découvrira que la plupart de ses règles non écrites viennent d'être brisées. Bientôt, elle devra s'adapter à ce pilote austère qui ose faire tout ce que le monde juge inconcevable. À mesure que la réputation de Brabham grandit sur les circuits, une image se dessine presque involontairement. Il ne sourit pas sur les podiums, il ne s'enflamme pas dans les garages, il ne fanfaronne jamais. Et pourtant, il prend de la place, non pas par le bruit mais par la maîtrise. Dans un sport où l'ego fait partie de la puissance, Jack cultive le contraire, pas par modestie, par efficacité. Il sait que chaque seconde passée à bavarder est une seconde perdue à comprendre la mécanique. Il développe une capacité rare, sentir quand une pièce va mal travailler, simplement d'après la façon dont la voiture vibre au freinage. Son corps est l'extension de l'ingénierie, chaque test, chaque tour, chaque bruit lui parle. Et pourtant, cette obsession a un prix, elle le rend distant, concentré, inaccessible. À l'époque où la Formule 1 est un sport social, on parle avec les mécanos, on serre des mains, on nourrit sa légende. Brabham, lui, garde ses phrases courtes, la presse a du mal à le cerner, alors elle projette. Austère, froid, presque sombre. Ce pragmatisme le rend difficile à être aimé du public, mais redouté par ses adversaires. La beauté de son pilotage n'est pas visible, elle se trouve dans ce qui n'arrive pas. Pas de sortie, pas d'erreur, pas de surchauffage, pas d'excès. Il est la négation du chaos. Dans les garages, on raconte qu'il peut reconnaître une anomalie de carburation à l'oreille. Les ingénieurs, parfois, tentent de contester, puis reviennent le voir, tête baissée, quelques heures plus tard. Pourtant, la pression est titanesque. Lorsque la voiture porte votre nom, chaque problème est un doigt accusateur pointé vers vous. Quand quelque chose casse, ce n'est pas la voiture de Cooper ni la voiture de Ferrari, c'est la Brabham. Le pilote et le constructeur sont condamnés à partager le même destin. Cette dualité le forge, mais l'use. Une question grandit. Jusqu'où peut-on aller en étant à la fois l'homme derrière le volant et celui qui dessine la voiture ? Jack est en train de pousser la discipline vers une tension inédite et bientôt va accomplir l'impensable, tenter de remporter un championnat du monde avec une machine sortie de son propre atelier, avec des décisions prises par sa propre main. La Formule 1 n'a jamais vu ça, elle ne le reverra jamais. Pour l'instant, le masque noir de Black Jack reste impassible, mais derrière, les engrenages tournent. En 1962, les premiers châssis Brabham apparaissent, des voitures simples à l'œil, peut-être même austères comme leur concepteur, mais derrière chaque tube, chaque angle, se cache une philosophie. Pendant que ses concurrents accumulent la puissance brute, Brabham cherche l'équilibre. Les débuts sont corrects, sans éclat, on marque quelques points, on s'invite dans les conversations. Dans l'ombre, Jack observe. Il ne brûle jamais les étapes. Il analyse les règlements, les évolutions de pneus, les contraintes des circuits, les failles des autres équipiers,
Il bâtit sa légende sur des interstices là où personne ne pense à regarder. 1964 et 1965 passent. Brabham progresse lentement, méthodiquement, mais il ne fait pas de bruit. Il peaufine. Mais c'est en 1966 que les astres s'alignent. Cette année-là, la Formule 1 change des réglementations, les moteurs passent à 3 litres, une opportunité exceptionnelle pour qui saura l'exploiter. Les géants s'engouffrent dans la puissance pure. Brabham, lui, propose à Repco de concevoir un moteur basé sur un bloc existant, Holden. Rationalité absolue. La France, l'Angleterre, l'Italie voient arriver une voiture noire et verte, légère, docile, presque silencieuse face au rugissement de ses adversaires. On ne la prend pas au sérieux. Car la magie Brabham n'est pas dans la vitesse de pointe, elle est dans la régularité, la résistance, l'économie des pneus, la souplesse de traction, la sérénité du pilotage. Et au cœur d'une saison où les pannes mécaniques pleuvent comme des gouttes de pluie sur le bitume, Jack avance à pas de métronome. GP de France, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, victoire. Les autres perdent des soupapes, surchauffent, cassent des transmissions, lui termine, toujours. Pour le paddock, le choc est immense, un pilote-constructeur est en train de dominer le championnat du monde avec une voiture signée de son propre nom, motorisée par une marque venue d'Australie. Les regards changent, le respect devient stupeur. À mesure que la saison 1966 se déploie, une sensation collective monte, personne ne pourra l'arrêter. Le titre devient inéluctable, la légende est en marche, et lorsqu'il conclut la saison champion du monde, il inscrit quelque chose d'inégalable, le seul et unique titre mondial de l'histoire, remporté par un pilote dans une voiture de sa propre construction. À cet instant, Brabham dépasse une dimension sportive, il devient un cas d'école, une anomalie statistique, une preuve vivante que la compréhension totale d'une machine peut dépasser le talent pur. En 1967, l'écurie Brabham récidive, mais cette fois c'est Denny Hulme qui décroche le titre. Une marque d'humilité, Brabham construit aussi pour faire gagner les autres. L'écurie prouve sa solidité structurelle, 2 couronnes mondiales de suite, le respect devient ciment. Pourtant, l'homme reste égal à lui-même, pas de fête excessive, pas de fanfare, juste un pilotage propre, une poignée de main, un retour silencieux vers les plans techniques. Dans cette montée en puissance entre 59, 60 et 66, entre Cooper et Brabham Repco, entre la tradition et la rupture, Jack prouve que la vitesse n'est pas seulement une affaire de courage. Son palmarès brille, mais l'héritage se dessine ailleurs, dans la façon dont les équipes conçoivent désormais les châssis, dans la place accordée aux ingénieurs, dans la culture de la fiabilité. Dans cette période, la Formule 1 apprend une leçon fondamentale, on peut gagner en étant intelligent, et Jack n'a pas cessé de l'être. Mais l'héritage le plus visible ne s'arrête pas là. Les fils de Jack, David, Geoff, Gary, son petit-fils Matthew, ont grandi avec le sport auto dans le sang, l'amour de la mécanique, le sens de la précision, de la compréhension instinctive des voitures. Tout cela est transmis naturellement. Certains suivent la voie paternelle, d'autres l'exploitent vers de nouvelles disciplines, mais tous portent la marque d'un patriarche exigeant et visionnaire. Une dynastie se crée, non pas par un héritage de titres, mais par une transmission de philosophie. Le sport automobile est avant tout une science de la maîtrise. À travers les décennies, l'influence de Brabham se fait sentir dans chaque paddock. Les constructeurs, jadis figés dans la tradition, commencent à intégrer les méthodes qui lui doivent tout, simplicité, fiabilité, intégration totale entre pilote et machine. La carrière de Jack Brabham s'achève progressivement, mais il ne disparaît jamais vraiment. Il reste une présence respectée dans les paddocks, un consultant, un mentor discret, un symbole vivant que la persévérance et l'ingéniosité peuvent s'accomplir. L'homme qui a traversé les époques, des circuits de terre australiens au championnat du monde européen, devient une référence pour tous ceux qui veulent connaître la F1 au-delà des apparences. Lorsque Jack Brabham s'éteint en 2014 à l'âge de 88 ans, le monde du sport automobile perd un titan, mais conserve un exemple. Sa mort déclenche une vague d'hommages, pilotes, ingénieurs, journalistes racontent sa rigueur, son humanité, l'intelligence d'un homme qui a changé le sport auto par ses idées, sa méthode et son courage. Le Black Jack, que beaucoup considéraient comme distant et froid, est rappelé comme un visionnaire, un artisan du succès, un homme qui a incarné l'intégrité mécanique autant que l'excellence sportive. Aujourd'hui encore, chaque écurie optimise son châssis, chaque pilote qui comprend sa voiture avant de l'attaquer, chaque ingénieur qui trouve l'équilibre entre puissance et fiabilité, trace en filigrane le chemin de Brabham. Son nom reste gravé non seulement dans les palmarès, mais dans l'architecture même de la F1. Jack Brabham a prouvé une fois pour toutes qu'on pouvait être à la fois pilote et constructeur, penseur et artisan, silencieux et révolutionnaire.
Merci à tous d'avoir écouté ce voyage à travers la vie de Jack Brabham. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et aussi à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.